Et notre invité politique ce matin, c'est Stéphane Troussel. Bonjour Stéphane Troussel, merci beaucoup d'être avec nous, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vesser-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. Fabrice. Bonjour. Des journaux du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence par cette conférence de presse hier, conférence de presse commune entre Olivier Véran et Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui a du coup quelque peu éclipsé le point presse d'Olivier Véran et ses annonces sur la crise sanitaire. Est-ce que ça donne l'impression que l'économie prend le pas sur le sanitaire ? En tout cas, bien évidemment que, comme chacun d'entre nous, moi je suis soucieux des conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire qui perdure et qui à nouveau entre dans une étape nouvelle et difficile. Et donc tout doit être fait pour à la fois éviter un reconfinement généralisé, parce qu'on mesure, et nous sommes en train de les mesurer en ce moment de manière particulièrement forte, les conséquences économiques et sociales dramatiques pour un certain nombre de nos territoires et de nos habitants, avec l'augmentation du chômage, des vagues de licenciements, l'augmentation du nombre des allocataires du RSA, et donc c'est des souffrances terribles pour les plus modestes de nos concitoyens. On va revenir sur ces sujets, mais sur les annonces de Bruno Le Maire hier, Fabrice. Alors sur les annonces de Bruno Le Maire, mais j'ai une question. Vous évoquiez le RSA à l'instant. On va en parler. On va en parler également. Vous êtes un département qui est particulièrement concerné. Vous pensez que cette crise économiquement est bien gérée par le gouvernement ? Écoutez, je pense en tout cas que du point de vue du soutien aux entreprises et des mesures d'urgence qui étaient nécessaires, le gouvernement a fait ce qu'il fallait. J'attends de lui dans les prochains jours, et il y a urgence maintenant à ce qu'il vienne en aide à nos concitoyens les plus fragilisés par cette crise. Et donc on parlera peut-être de la situation des allocataires du RSA, des jeunes notamment qui ont tout perdu en termes d'activité, de CDD ou d'intérim, et des collectivités locales, et notamment les départements qui vont faire face à une situation financière particulièrement difficile. Mais quand il élargit, quand il renforce le fonds de solidarité, quand il prolonge le chômage partiel, est-ce que ça répond pas justement à éviter un chômage de masse et à éviter à ce que des salariés se retrouvent dans des situations précaires ? Oui, bien sûr, mais sauf que depuis un certain nombre d'années, malheureusement, le marché du travail a été particulièrement flexibilisé, des situations de salariés de plus en plus précarisées, et ces mesures-là, elles touchent un certain nombre d'entre eux qui ont des droits, qui ont des possibilités d'être indemnisés au chômage. Mais il y a tous les autres, tous ceux qui ont des durées du travail trop faibles, tous ceux qui, comme les jeunes, n'ont pas d'heures de travail en nombre suffisant pour avoir un certain nombre de droits. Et donc la question des allocataires du RSA et des jeunes de moins de 25 ans est posée. Quand vous entendez Bruno Le Maire hier dire la mesure de chômage partiel, c'est conforme à l'idée que nous nous faisons de notre modèle social. Est-ce que vous approuvez cette phrase ? Il faut déployer actuellement toutes les mesures liées au chômage partiel, bien évidemment, à la fois pour maintenir des salariés en situation de lien avec leur entreprise et donc qu'ils soient protégés pendant cette période, mais il y a tous les autres. Et tous les autres, c'est ceux qui, encore une fois, n'ont pas le droit aux indemnisations du chômage, n'ont pas accès au chômage partiel, et je pense en particulier aux jeunes de moins de 25 ans. On va parler de la situation sanitaire d'abord, On va revenir bien sûr sur ces questions du RSA et les questions qui concernent spécifiquement votre département, mais la situation sanitaire, pas de nouvelles mesures. En Ile-de-France, annoncé hier, le plan blanc qui a été déclenché par les hôpitaux, mais Olivier Véran n'a pas annoncé de mesures de restriction. Est-ce que vous vous dites qu'il va falloir sévir à un moment ? Ou les mesures jusqu'à maintenant sont les bonnes ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement semble apprendre de ses erreurs, et notamment il semble avoir appris de la situation marseillaise et d'être avec les élus locaux, les collectivités locales comme les corps intermédiaires dans un dialogue plus poussé, plus étroit, et donc tant mieux. Et on voit que quand les mesures sont préparées, quand elles sont concertées, quand elles font l'objet d'un travail, je pense à la situation des restaurateurs, eh bien elles sont à la fois mieux appliquées et mieux acceptée par nos concitoyens. Donc je pense que ça, c'est la bonne méthode. Moi, je considère que la situation est suffisamment difficile pour que nous n'en rajoutions pas dans la polémique sur ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, encore une fois, tout faire pour éviter le reconfinement généralisé. Et donc, on voit bien la tension sur la question, sur l'hôpital actuellement.
on en est à 40% des lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. L'ARS dit qu'on atteindra les 50% et potentiellement les 100% dès le début du mois de novembre. On est déjà à 60% dans un département comme le mien. On est à Justement, quelle est la situation sanitaire en Seine-Saint-Denis ? Eh bien, 60% des lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. Ce chiffre, il est révélateur de quoi ? Il est surtout révélateur du fait que l'offre de soins dans un département comme le mien, elle ne correspond pas aux besoins du territoire. 3 fois moins de lits de réanimation en Seine-Saint-Denis qu'à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Les choses ont évolué dans votre département en particulier depuis le début de l'épidémie? Non, elles n'ont pas évolué. Elles n'ont pas évolué suffisamment. Et d'ailleurs, alors elles ne sont pas évoluées, pas suffisamment, oui. Mais pas suffisamment. Depuis 1 an, je rappelle que le Premier ministre Édouard Philippe est venu en Seine-Saint-Denis, il y a 1 an, faire des annonces sur un État plus fort en Seine-Saint-Denis, avec des mesures attendues sur la police, sur la justice, sur l'éducation et sur la santé. Cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a révélé ? Elle a aggravé les inégalités territoriales et sociales, en particulier en matière de soins. Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris et annoncés, notamment sur des investissements massifs dans un certain nombre d'hôpitaux de Seine-Saint-Denis. Je constate que... Ce sont des investissements matériels, vous avez... Oui, matériels, et il faudrait bien plus en matière humaine également. Et donc, mais vous constatez, passez-moi l'expression, vous n'en avez pas vu la couleur, en fait, c'est ça ? Bien évidemment. J'en ai pas vu la couleur ou trop peu. Et donc, il est temps d'accélérer aujourd'hui sur ces questions-là. C'est à la fois indispensable par rapport à nos concitoyens, par rapport aux questions sanitaires, c'est aussi indispensable d'accélérer les investissements en général pour relancer l'investissement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas plus de lits en Seine-Saint-Denis qu'il n'y en avait au mois de mars ? Bien évidemment que non. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane Troussel, que dans l'hypothèse où l'épidémie reviendrait à son niveau initial, celui qu'on a connu au printemps, votre département n'est toujours pas prêt ? Je constate simplement, regardez aujourd'hui les chiffres, 60% des lits de réanimation en Seine-Saint-Denis sont déjà occupés par des patients Covid. Mais c'est le résultat du fait que nous avons 3 fois moins de lits de réanimation en Seine-Saint-Denis pour un département qui est le 2e département le plus peuplé d'Île-de-France après Paris. Nous sommes désormais en nombre d'habitants devant les Hauts-de-Seine. Il y a 3 fois moins de lits de réanimation en Seine-Saint-Denis que dans les Hauts-de-Seine. Et la réalité, c'est que pour faire face à cette situation, il faut des efforts dans la durée massifs. J'ai signé avec plus d'une vingtaine d'élus de Seine-Saint-Denis il y a quelques jours, un appel pour dire à quel point il fallait accélérer les investissements en matière de santé dans notre département, parce que sinon, la situation, elle sera malheureusement tout aussi difficile que celle que nous avons vécue au mois d'avril. Au mois d'avril, on parlait beaucoup de ce manque de masques pour la population. Et dans les hôpitaux, aujourd'hui, il semble qu'il y ait un autre problème, c'est un manque de gants. Est-ce que vous avez été alerté sur cette pénurie dans vos hôpitaux ? À ce stade, non. Ce que je crois, par contre, c'est qu'il faut, là encore, en matière, par contre, de dépistage, il faut aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait Donc sur les tests, c'est pas la bonne politique de test pour vous ? C'est la bonne politique. C'est-à-dire qu'à la fois, les 20 centres en Île-de-France, mais vous voyez bien que, là encore, dans le département peuplé comme la Seine-Saint-Denis, 1 600 000 habitants, le 2e après Paris, il y a 2 centres de tests, l'un à Bondy, l'un à Saint-Denis. Donc il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin sur ces centres de dépistage. Par ailleurs, il faut aussi continuer ces actions qui consistent à aller vers les populations, parce qu'on sait très bien que nous avons besoin de ce lien d'extrême proximité, d'aller vers les publics pour continuer de tester et d'isoler. Et de ce point de vue, là encore, nous avons besoin de raccourcir les délais qui permettent d'isoler quand il y a des cas positifs et des cas contacts. Aujourd'hui, ces délais, que ce soit dans le délai de prescription du test, enfin en tout cas de réalisation du test et la production du résultat, est-ce que vous avez noté une réduction concrète de ces délais ? J'ai l'impression que ça s'améliore, mais à l'inverse, je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin quand il s'agit d'identifier et d'isoler les cas positifs et les cas contacts. Il faut que la machine administrative accélère encore sur la nécessité de repérer quand il y a un cas positif, tous les cas contacts autour et les mesures à prendre pour justement éviter les chaînes de contamination. Allez, justement, on va continuer à parler de cette crise sanitaire et de la pauvreté du coup qu'elle engendre. On va parler notamment du RSA, Fabrice. Oui, vous l'évoquiez tout à l'heure, Stéphane Troussel. Le RSA qui a un rôle majeur dans une période comme celle-là. Certains demandent l'augmentation du RSA. Vous faites partie de ces élus ? Bien évidemment que
le niveau du RSA est bien trop faible. Mais donc ça, c'est la première chose. Mais la seconde, c'est qu'effectivement, nous allons être confrontés, les chiffres le montrent, dans mon département, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on sera entre 6, 7, 8% d'augmentation par rapport à l'année précédente, que les départements qui assument de plus en plus à la place de l'État cette dépense, il faut savoir quand même que la dépense de RSA n'est compensée par l'État vers les départements qu'à hauteur de 55-60% aujourd'hui. Dans le budget du département de la Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est plus de 200 millions que le département doit seul consacrer à cette allocation de solidarité nationale, et nous n'allons pas pouvoir faire face. Est-ce que vous aviez alerté sur le fait que ça mettait votre budget, votre situation financière en péril? C'est encore le cas aujourd'hui? Bien évidemment, et ça le sera encore plus d'ici la fin de l'année. Nous allons être confrontés à une augmentation en Seine-Saint-Denis vraisemblablement de 35 millions de hausse de la dépense du RSA, avec parallèlement une baisse de nos recettes d'à peu près de même niveau. Et donc c'est une impasse budgétaire de 70 millions d'euros. C'est autant de moyens financiers que nous ne pourrons pas consacrer, par exemple, aux investissements, alors que les collectivités locales, les départements en particulier, réalisent 70% de l'investissement public, et qu'il nous faut accélérer dans cette période pour relancer l'activité économique, le soutien aux entreprises et donc à l'emploi et aux salariés. Donc vous dites concrètement, il faut augmenter le RSA parce que les personnes qui le touchent en ont besoin, mais c'est à l'État de prendre en charge cette augmentation? Mais il faut absolument, surtout, non seulement effectivement de soutenir le RSA, je pense le niveau du RSA, il faut également faire en sorte que les jeunes de moins de 25 ans puissent être soutenus pendant cette période. Je rappelle quand même que la France est un des pays aujourd'hui qui n'a toujours pas élargi ses minima sociaux aux moins de 25 ans, et l'État est venu en aide aux entreprises pour les soutenir, aux salariés qui peuvent avoir accès au chômage partiel. L'État doit maintenant venir en aide aux plus fragiles, aux allocataires du RSA et à la collectivité départementale qui verse ce RSA. Il y a encore des discussions actuellement entre les départements et le gouvernement sur la gestion de ce reste à charge du RSA? En tout cas, moi, je plaide à nouveau, encore plus dans cette période, avec notamment les départements de gauche, pour qu'il y ait un refinancement national de l'allocation du RSA, parce que les départements... Donc il doit être nationalisé pour vous, le RSA. Les départements ne pourront pas faire face dans cette période de crise majeure. Autre sujet que les départements ont à gérer, c'est la question des mineurs isolés, Fabrice. Oui, une question qui a fait polémique. Vous faites partie des présidentes de département qui déposent plainte contre le polémiste Éric Zemmour, qui a considéré les mineurs isolés comme des truands, pour faire un résumé. Cette plainte, vous pensez que le président de l'Association des départements de France doit également la déposer? Vous accompagnez dans cette démarche? Oui, bien sûr. D'abord parce que Éric Zemmour a été déjà condamné pour incitation à la haine raciale, et donc ses propos sont insupportables. La généralisation à partir d'un acte odieux d'un individu isolé et de généraliser à l'ensemble de ces enfants et ces jeunes est quelque chose d'insupportable. Donc, parce que... Il y a quand même un problème derrière cette polémique. Ne confondons pas tout. Dont vous êtes qu'il y ait des situations, et le fait qui est évoqué est gravissime, et donc cet individu doit bien évidemment être lourdement condamné, mais ça n'autorise pas Éric Zemmour à basculer dans la généralisation et encore une fois l'incitation à la haine raciale. Donc cette démarche, donc je refuse d'entrer avec le petit doigt sur l'assimilation que fait Éric Zemmour entre des délinquants et la situation de ces jeunes mineurs isolés étrangers. Mais juste sur la plainte, parce que vous n'avez pas été clair, plusieurs départements ont porté plainte. Est-ce que vous dites à Dominique Bussereau qu'il faut qu'il porte plainte au nom de l'ADF ou pas? Oui, bien évidemment, ce serait totalement légitime que l'ADF, parce qu'elle a la responsabilité de la protection de ces enfants et de ces jeunes, s'associe au nom de l'ensemble des départements de France à cette plainte pour faire condamner une nouvelle fois Éric Zemmour dans son incitation. Vous en avez parlé avec lui? Pas encore personnellement, mais Vous savez s'il envisage de le faire? Pas encore, non. Alors il a dit dans nos journaux qu'il envisageait de vous accompagner. Il semblerait qu'il n'ait pas déposé cette plainte. C'est assez nouveau finalement que des élus comme ça en nombre déposent plainte contre un personnage public. Vous l'aviez déjà fait, vous, par le passé? Moi, il m'est arrivé de déposer plainte à plusieurs reprises. Oui. Non, mais pour des propos.
Pour une polémique? Oui, je crois que oui, mais en tout cas là, avec cet individu, les bornes sont franchies systématiquement. Et donc il est temps, d'une part, qu'il soit une nouvelle fois condamné, mais peut-être aussi qu'il n'ait pas micros et caméras interdit d'antenne, vous voulez dire, en permanence. Écoutez, c'est insupportable la publicité qui est faite à cet individu. Notre société n'a pas besoin de ces polémiques racistes en permanence. Elle est suffisamment fragilisée pour que des individus comme celui-là ne continuent pas à inciter à la haine en permanence. Juste un mot, parce que quand même la question des mineurs isolés, elle se pose pour les départements. Il y a 2 milliards de reste à charge. Là aussi, c'est un coût pour les départements. Vous appelez l'État à mettre plus à la poche. Vous, combien ça coûte au département de la Seine-Saint-Denis? Combien il y a de mineurs isolés? Le nombre, comme dans la plupart des départements de l'Île-de-France, de MNA accueillis et pris en charge par la Seine-Saint-Denis, a été multiplié par 3 en quelques années. Nous sommes passés d'un peu plus de 500 à près de 1700 aujourd'hui. Donc, bien évidemment que cette question, elle est majeure pour les départements. Moi, je dis que l'État aurait tort finalement, et nous avons également attaqué le fichier, la constitution du fichier auprès des préfectures de ces mineurs, parce que j'ai toujours considéré, et nous le faisons donc dans une démarche commune avec nos amis du Val-de-Marne, nous avons toujours considéré que ce n'est pas au département de jouer le rôle de supplétif du ministère de l'Intérieur. Les départements, ils ont une mission de protection de l'enfance. Et donc, l'État aurait tort de considérer que ces jeunes doivent être systématiquement suspectés. Par ailleurs, je considère depuis toujours que si l'État considère que les départements ne jouent pas leur rôle ou que cette question est d'abord une question migratoire, eh bien qu'il assume sa responsabilité d'évaluation et de mise à l'abri. Mais à partir du moment où ces jeunes sont reconnus mineurs, oui, ils doivent être protégés au titre des engagements internationaux de la France, au titre de la protection de l'enfance, et les départements ont une compétence. Par ailleurs, quand on investit pour l'insertion, pour la formation, pour l'accompagnement, pour la protection, eh bien on obtient des résultats. Mais encore faudrait-il que, là encore, l'État ne laisse pas les départements seuls sur cette question. Les dépenses au titre des mineurs non accompagnés, eh bien, pour le département de la Seine-Saint-Denis, c'est compensé à hauteur de 8%. 8%. Et je me souviens que quand le président de la République a été élu en 2017, il a reçu une délégation des départements de France à l'Élysée pour nous expliquer que cette question, effectivement, était insupportable du point de vue financier pour les départements et qu'il était temps que l'État assume sa responsabilité. 3 ans plus tard, où en sommes-nous? Sinon que la situation s'est une fois encore dégradée pour les départements. Allez, on continue à parler de l'actualité de votre département et ce conseil municipal compliqué hier soir à Saint-Denis pour le nouveau maire socialiste Mathieu Hanotin. Des agents territoriaux et anciens élus ont envahi la salle s'en prenant aux élus actuels, protestant contre la possible augmentation de leur temps de travail. On le voit sur ces images, qu'en pensez-vous ? Rien n'autorise ces faits de violence. Tous ceux qui pratiquent ces faits, qui se sont comportés de cette manière, eh bien, se disqualifient du point de vue du débat démocratique. C'est insupportable. Et Mathieu Hanotin doit porter plainte ? Bien évidemment, il a annoncé sa volonté de porter plainte au nom de la ville de Saint-Denis. Il encourage chacun des élus qui ont été violentés à le faire également, parce qu'encore une fois, dans une société démocratique, ces faits sont intolérables. Et quand en plus ils sont encouragés, menés même par un certain nombre d'anciens élus, il y a quelque chose là qui, du point de vue du débat démocratique, ne peut pas être accepté. Ça doit être lourdement condamné. Autre question qui concerne votre département, elle concerne les JO. Et on a une question d'un téléspectateur à ce sujet, on va regarder. Et je vous lis la question. On parle beaucoup d'héritage des Jeux Olympiques pour la Seine-Saint-Denis en termes de logement, d'équipement, mais pas en termes d'emploi. Qu'en sera-t-il ? Le taux de chômage est très élevé dans notre département. Ah, moi, j'en parle, et c'est même notre préoccupation majeure. Je pense, comme votre téléspectateur, que c'est même central, dans la mesure où il va y avoir des investissements publics et privés massifs dans le département de la Seine-Saint-Denis, à la fois pour les JO, mais si j'y ajoute les gares du métro du Grand Paris Express, l'installation du campus Condorcet, la DGSI à Saint-Ouen, il y a vraiment des capacités pour accélérer les transformations de ce territoire. Mais ça
ne sera réussi si effectivement ces investissements publics et privés profitent au développement économique, profitent à l'emploi des habitants de ce territoire. Et donc il faut investir massivement sur la formation, sur la qualification, sur l'insertion. Il y a des objectifs très précis qui ont été fixés, notamment à la société qui livre les équipements olympiques, la Solideo, pour qu'il y ait 25% des marchés qui soient réservés aux TPE, PME du territoire et qu'il y ait également 10% des emplois pour l'insertion des demandeurs d'emploi en Seine-Saint-Denis. C'est une aubaine, ces JO, pour un département comme le vôtre, mais est-ce que tout ça ne risque pas d'être gâché par cette crise sanitaire? Mais j'ai envie de vous dire que ça doit être l'inverse. C'est parce qu'il y a cette crise, il faut maintenir cette ambition au plus haut niveau en matière... C'est tenable, tout ça, en l'état actuel des choses, c'est tenable? Mais écoutez, franchement, est-ce que vous pensez que quand notre pays a affronté des situations de crise terribles, je pense à des périodes de reconstruction, je pense au premier et au second choc pétrolier, et maintenant, il y a 10 ans, la crise financière, aujourd'hui, cette crise sanitaire, est-ce que nous en avons rabattu en matière d'investissement? Non, au contraire, il faut les accélérer, parce que c'est non seulement un objectif, un moyen de faire face à la crise actuelle, mais de préparer l'avenir. On ne va pas sacrifier des générations. Donc au contraire, il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut accélérer ces investissements et ces transformations pour les mettre au service de l'emploi et du rattrapage économique. Et 2 questions rapidement pour finir. Je vais vous demander d'être assez bref. Stéphane Troussel, vous serez nouveau candidat au départemental? L'heure aujourd'hui n'est pas ni à l'annonce des candidatures, ni au choix des personnes. Pour moi, je suis en action avec cette majorité de gauche et écologiste. Et vous avez on n'a pas l'impression que vous avez envie d'arrêter. Et je veux surtout rassembler les forces vives de la Seine-Saint-Denis. Je prendrai des initiatives dans les jours qui viennent pour préparer l'avenir et surtout faire face aux responsabilités qui sont les nôtres. Et deuxième question, rapidement aussi, il y a le congrès du Parti Socialiste qui va arriver dans 2 mois. Et la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, qui dit préparer une motion concurrente à celle d'Olivier Faure. Qui soutenez-vous? Moi, je serai aux côtés d'Olivier Faure parce que d'abord, face à la situation difficile que la gauche et le Parti Socialiste a affrontée depuis 2017, eh bien, il est au travail, il rassemble les différentes sensibilités socialistes. Et puis moi, je fais partie de ceux qui pensent que la gauche, le Parti Socialiste, doit aujourd'hui non seulement s'ouvrir, mais se dépasser dans le cadre de nos formations actuelles. Ça me paraît indispensable pour reconstruire une force de gauche qui soit en capacité d'incarner l'alternative et l'avenir dans ce pays pour éviter à nos concitoyens ce duo annoncé déjà de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas possible pour l'avenir de ce pays. Et merci beaucoup. Merci Stéphane Troussel d'avoir été avec nous ce matin. On regarde la une des dernières nouvelles d'Alsace. Fabrice, un virus peut en cacher un autre. On parle de la grippe saisonnière. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. On passe au Club de Territoire. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires.